Alors voyons un petit peu les cartes. Bien sûr, on peut découvrir les cartes en jouant, ce qui est sympathique aussi, mais bon, là je vais vous faire un rapide descriptif de chacune, en commençant par les cartes jaunes qui sont donc les cartes d'action. Nous l'avons vu, la carte éclaireur est la seule carte qui peut être jouée avant que les joueurs aient posé 7 points de victoire en jeu au total de leurs deux principautés. Alors à quoi sert cette carte éclaireur? Eh bien, lorsqu'un joueur va la jouer, il faudra que ce soit au moment où il construit une nouvelle colonie. Lorsqu'on construit une nouvelle colonie, nous avons vu que de part et d'autre, nous allons placer un nouveau terrain qui sera pioché dans les cartes de terrain. Eh bien, si nous avons une carte éclaireur en main, nous pouvons la jouer à ce moment-là pour prendre entièrement le paquet de cartes ici et choisir les deux terrains que nous trouverons à côté de notre colonie, avant de replacer les cartes dans le même ordre que celui où elles étaient. Donc la carte éclaireur est vraiment une carte très sympathique qui est présente en 3 exemplaires dans le jeu, donc vous pouvez essayer de chercher dans les paquets en début de partie, car elle va vous servir pour vous développer. Ensuite, nous avons l'action neutre alchimiste. Alors celle-ci, c'est marqué dessus, jouez cette carte avant de lancer les dés et déterminez vous-même le résultat du dé production. Alors ça veut tout simplement dire qu'il faudra jouer cette carte avant de lancer les dés lors de son tour, et à ce moment-là, le dé de production, au lieu de le lancer, on va choisir directement quel chiffre il va obtenir, tout simplement. Bien sûr, à chaque fois qu'on joue une carte jaune, eh bien, on la défaussera définitivement cette fois-ci. Elle sera mise dans la boîte et elle ne pourra plus jamais être rejouée. Ensuite, nous avons l'action caravane qui permet d'échanger 2 ressources que l'on a contre 2 nouvelles de son choix. Donc c'est une carte intéressante pour transformer des ressources en d'autres ressources. Ensuite, nous avons des cartes d'action-agression. Alors la carte espion va permettre de prendre la main de carte de l'adversaire, de choisir à l'intérieur une carte que l'on veut lui voler pour l'ajouter à notre main. Et donc, ça peut être aussi une carte d'action qui est volée à l'adversaire et elle pourra aussi être jouée immédiatement. Donc voilà une carte intéressante qui permet en plus de voler une carte à l'adversaire, ce qui fait qu'il va se retrouver avec une carte en moins que le nombre de cartes maximum qu'il avait et qu'il ne pourra pas repiocher de cartes avant la fin de son tour. Donc voilà une carte très pénalisante. Attention, il y a 3 espions dans tout le paquet. Ensuite, pour continuer dans les cartes méchantes, nous avons la carte incendiaire. Alors la carte incendiaire permet au joueur qui l'a joué de lancer un dé. S'il fait un résultat de 1 à 5, donc bien sûr c'est le dé de production, votre adversaire doit reprendre en main un de ces bâtiments de votre choix. Donc à ce moment-là, en fait, vous allez prendre une carte bâtiment de l'adversaire et lui remettre en main. Par contre, si jamais vous faites un 6, eh bien c'est vous qui devrez perdre un de vos bâtiments au choix du joueur qui devait subir l'incendie. Ensuite, nous avons le marchand. Alors le marchand permet de prendre à l'adversaire 2 ressources de son choix en échange d'une des nôtres. Donc en fait, on choisit quelle ressource on donne à l'adversaire en inclinant sa carte, et on va lui voler 2 ressources de notre choix, à condition qu'il les ait en stock. Alors un petit peu ressemblante, il y a la carte brigand qui va nous permettre cette fois-ci de lancer un dé et sur un résultat de 1 à 5 d'avoir la possibilité de voler directement 2 ressources à notre adversaire. En revanche, si jamais c'est un 6 qui est obtenu, c'est nous qui devrons subir le brigand de l'adversaire. Ensuite, toujours dans les cartes sympathiques, nous avons le chevalier noir qui fonctionne de la même manière en lançant un dé de 1 à 5. Il va permettre de forcer l'adversaire à reprendre en main une de ses cartes chevalier. Et donc il devra repayer s'il désire la remettre en jeu. Par contre, si on fait 6, l'action s'inverse de la même manière. Heureusement, contre les cartes d'agression, il existe des cartes de protection dont la rebouteuse fait partie. À ce moment-là, lorsqu'on est attaqué par un chevalier noir, la rebouteuse, si on l'a en main, nous permet de nous défendre contre le chevalier noir. Donc exceptionnellement, nous pourrons jouer cette carte même lorsque ce n'est pas notre tour, en réaction à une attaque de l'adversaire. À ce moment-là, ça transforme le chiffre que l'adversaire doit faire pour pouvoir nous voler. Et à ce moment-là, le joueur, s'il fait un 3, un 4 ou un 5 en plus du 6, l'action se transformera à notre avantage. Enfin, nous avons l'évêque qui permet de se défendre contre les brigands ou l'incendiaire
et qui augmente aussi les chances que cet adversaire voit son action se retourner contre lui en ajoutant 3, 4 ou 5 au lancer de dés qu'il devra faire pour voir l'action se retourner contre lui. Ensuite, voyons un peu les bâtiments verts. Donc, dans les bâtiments verts, nous avons tout d'abord les camps fortifiés qui vont nous rapporter un point de commerce et en plus avoir une action sur l'attaque des voleurs. Effectivement, cette carte va donc être posée entre deux terrains. Et bien, les deux terrains entre lesquels elle sera placée permettront de ne pas être pris en compte lors de l'attaque des voleurs. C'est-à-dire que lors de l'attaque des voleurs, nous avons vu que nous allons compter toutes les ressources que nous avons et qu'il ne faut pas dépasser 7 pour ne pas se faire attaquer par les voleurs. Eh bien, le camp fortifié permettra de ne pas compter les deux cartes de terrain qui le bordent. Alors, pour le camp fortifié, même s'il est placé en deuxième position par rapport à une ville, effectivement, il sera effectif sur les deux terrains qui le bordent, même si c'est en diagonale. Donc là, par exemple, ces deux terrains, c'est-à-dire les trois ressources ici, ne compteront pas dans le total que je fais pour savoir si je dépasse 7 et que je me fais attaquer par les voleurs. Ensuite, nous avons les flottes de commerce. Alors les flottes de commerce fonctionnent toutes de la même manière. Elles nous rapportent déjà un point de commerce et en plus, elles vont permettre d'échanger deux matières premières d'un type particulier contre une matière de n'importe quel type. Et cela en continu. C'est-à-dire que normalement, nous avons vu que les échanges avec la banque concernaient trois matières premières identiques contre une de son choix. Eh bien, les flottes de commerce vont nous permettre d'échanger deux matières premières d'un type contre une de son choix. Donc là, par exemple, la flotte de commerce or va nous permettre d'échanger deux ors contre une ressource de son choix à n'importe quel moment de la partie, à condition que j'ai la flotte de commerce or de mon côté. De la même manière, pour les cailloux et les autres matières premières, il existe une flotte de commerce pour chacune des ressources du jeu. Ensuite, nous avons des bâtiments qui permettent de multiplier par deux en fait les productions des terrains les avoisinants. Donc la briqueterie par exemple permet de multiplier par deux la production d'argile des terrains l'abordant, c'est-à-dire que si jamais donc il y a un terrain argile à côté de la briqueterie et que ce chiffre sort, donc là par exemple si c'était comme ça sur mon jeu et que le 6 sort, au lieu de gagner une brique, eh bien je rapporterai deux briques lorsque le 6 va sortir, et ce jusqu'à la fin de la partie. Voilà pourquoi il est intéressant en fait d'essayer de mettre des terrains identiques les uns à côté des autres, de part et d'autre d'un emplacement de cartes de construction, parce que certaines cartes comme ça, dont la briqueterie, la scierie qui multiplie par deux les productions d'arbres, le moulin qui multiplie par deux la production de blé, etc., eh bien, ces cartes de construction pourraient être très intéressantes à placer à un endroit où de part et d'autre nous avons des terrains identiques. Ensuite, nous avons la forge. La forge permet de faire gagner un point de force de combat à tous les chevaliers en fait. Donc tous les chevaliers que l'on aura de notre côté auront plus un point de combat noir. Donc très intéressante la forge. Enfin, nous avons le monastère. Il y en a deux dans le jeu. Les monastères vont permettre d'obtenir une carte supplémentaire en main. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'aurai construit un monastère, au lieu d'avoir 3 cartes maximum en main à la fin de mon tour, eh bien je passerai à 4. Donc je repiocherai plusieurs cartes pour avoir jusqu'à 4 cartes en main. Si jamais j'ai plus d'un monastère en main, eh bien ça augmentera aussi. Donc par exemple, si j'ai deux monastères de construits sur ma principauté, je pourrai avoir 5 cartes en main. Et donc je recompléterai à chaque fin de tour jusqu'à 5 cartes tant que le monastère est là. Si par contre un monastère se fait détruire, à la fin de mon tour, devrais me défausser pour n'avoir que le nombre maximum autorisé. Ensuite, voyons les cartes rouges. Alors dans les cartes rouges, nous avons l'hôtel de ville. L'hôtel de ville nous permettra de payer une ressource en moins pour avoir le droit de fouiller les paquets de cartes lors de la pioche de cartes. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant puisque ça va me coûter donc une ressource en moins lors de chaque phase de pioche. Nous avons vu qu'effectivement il fallait payer deux ressources pour avoir le droit de fouiller dans un paquet au lieu de piocher la carte du dessus. L'hôtel de ville permet de ne payer que 1.
Si jamais j'ai construit 2 hôtels de ville, à ce moment-là, la fouille de paquets sera gratuite. Ensuite, nous avons les bains. Les bains vont nous protéger contre l'épidémie. L'épidémie est une carte spéciale en fait d'événements que nous verrons un petit peu plus tard. L'aqueduc protège tous les terrains de la principauté contre l'épidémie. Donc si je construis un aqueduc, je serai protégé contre les effets de la carte événement épidémie que nous verrons tout à l'heure. Ensuite, le comptoir. Le comptoir n'a pas de capacité spéciale particulière, à part qu'il va nous rapporter immédiatement 4 points moulin. Donc une carte très intéressante pour obtenir le jeton moulin. De la même façon, la chambre de commerce nous rapporte 3 points moulin. Les églises. Les églises protègent tous les chevaliers, canons et flottes de commerce de l'événement guerre civile. L'événement guerre civile est une carte événement que nous verrons tout à l'heure. Eh bien, l'église permet de défendre nos chevaliers, canons et flottes de commerce contre cet événement. Ensuite, le port. Le port, chaque flotte de commerce de votre principauté vaut un point de commerce supplémentaire. Donc le port va permettre de donner un moulin supplémentaire à chaque flotte de commerce que nous avons déjà posée dans notre principauté. Enfin, nous avons vu que l'or ne sert pas beaucoup dans le jeu puisqu'il n'y a aucune construction qui ne se fasse avec de l'or directement. Eh bien, l'or va servir surtout avec l'hôtel de la monnaie, qui est donc un bâtiment qui nous permettra d'échanger un or contre une ressource de son choix à n'importe quel moment. Donc un bâtiment très intéressant mais aussi très cher à construire et qui rapporte en plus un point de commerce supplémentaire. Enfin, voyons les cartes événements de la pile de cartes événements. Donc à chaque tour, lorsqu'on va lancer le dé et qu'on va obtenir le symbole point d'interrogation, on tirera une de ces cartes sur le dessus du paquet et on appliquera immédiatement l'effet à tous les joueurs. Donc tout d'abord l'épidémie. Chaque terrain avoisinant une ville ou une métropole perd une ressource. Donc par exemple, si je dois subir une épidémie à ce moment-là du jeu, eh bien j'ai une ville ici, donc tous les terrains qui bordent cette ville vont immédiatement perdre une ressource. Tac, tac, tac et tac. Là j'ai une autre ville, les 2 terrains supplémentaires vont donc eux aussi perdre une ressource. Mais par contre, ces 2 terrains-là ne vont pas perdre 2 ressources parce qu'ils se trouvent chacun à côté d'une ville. Quand même, peut-être pas exagéré, c'est déjà assez violent comme carte. Vous comprenez pourquoi les cartes de protection contre, contre l'épidémie sont intéressantes à construire. Ça concerne donc l'aqueduc et l'autre carte, je ne sais plus ce que c'est, les bains publics, je crois. Voilà. Ensuite, nous avons l'architecte. Alors, lorsqu'on va tirer la carte événement architecte, chaque joueur va choisir une carte développement d'un dé de talon en remettant en échange une de ces cartes sous celui-ci. Donc, ça voudra dire que tout simplement, on aura le droit de se défausser d'une carte sous un talon pour ensuite prendre ce talon et choisir la carte de son choix sans avoir besoin de payer. Et à condition que les joueurs aient envie de le faire, ce n'est pas une obligation. Ensuite, l'événement guerre civile va faire que chaque joueur doit reprendre en main une carte qu'il avait posée sur sa principauté, soit une carte chevalier, soit une carte flotte de commerce, soit une carte canon, mais il n'y a pas de carte canon dans le jeu de base, c'est juste pour les extensions que ce sera valable, qui est choisi par l'adversaire. Donc en fait, chaque adversaire va choisir à l'autre une carte chevalier ou une carte flotte de commerce qui va revenir dans la main de cet adversaire. Pour éviter cet événement, on peut construire une église, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans les bâtiments rouges. La néfaste, alors lorsqu'on va tomber sur cet événement, eh bien tous les terrains qui seront bordés par un camp fortifié vont recevoir une ressource supplémentaire, tout simplement. Donc il faudra avoir construit des camps fortifiés pour que cet événement prenne véritablement effet. Le conflit. Alors le conflit, eh bien, c'est une espèce de guerre entre les 2 joueurs. Celui qui aura le jeton chevalier à ce moment, en fait, le pion chevalier, aura le droit de voler 2 cartes dans la main de son adversaire en les choisissant. Donc il les prendra carrément, il choisira les 2 qui lui plaisent et il les remettra sous le talon de son choix en fait, sous le paquet de pioches de cartes de son choix. Ensuite nous avons le progrès. Alors le progrès, chaque joueur reçoit pour chaque monastère, bibliothèque ou université une ressource de son choix.
Donc en fait, si vous avez construit ces bâtiments-là, que sont le monastère, la bibliothèque ou l'université, eh bien chacun de ces bâtiments va vous permettre de gagner une ressource à ce tour. Enfin, la dernière carte est la carte Nouvel An qui permet juste de rebattre le talon de carte événement. Donc si jamais on tire cette carte-là, on va reprendre tout le talon de carte événement, le remélanger et le redisposer à nouveau pour le tour suivant. Donc en fait, il va se renouveler ainsi de suite au fur et à mesure du jeu. Voilà pour toutes les cartes du jeu. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.